Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Et si je m'étais retrouvé au Moyen-Âge, il m'aurait probablement fait frire sur un bûcher comme hérétique. Passion médiéviste, les hors-séries. Je comprends, ça change et ça ne change pas, quoi. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans Passion médiéviste, je vous propose d'écouter un hors-série. C'était un live enregistré lors du Festival des Rencontres de l'Histoire de Blois en 2021. Vous verrez, on a été sérieux parce que c'était un festival assez sérieux, mais je pense qu'on dit pas mal de choses intéressantes sur ce que c'est de faire une thèse en 2021 et que ça intéressera tout le monde. Bonne écoute! Bienvenue à cette table ronde organisée à l'occasion du festival Les Rendez-vous de l'Histoire de Blois. Je tiens vraiment à remercier le festival et tous les organisateurs de nous recevoir aujourd'hui, d'avoir accepté qu'on puisse faire cette table ronde. Je suis très très contente. Je vous avertis d'avance, je vais être très émotive, mais je le dis tout de suite, nous enregistrons en podcast pour un hors-série du podcast Passion médiéviste. Donc bonjour aussi aux personnes qui écouteront cet épisode des mois, voire des années après cet enregistrement. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et j'anime depuis 2017 le podcast Passion médiéviste. Et d'habitude, dans Passion médiéviste, je reçois tous les mois des médiévistes, donc des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour que ces personnes me parlent à la fois de leur sujet, donc de vulgariser le Moyen-Âge pour le grand public, mais aussi pour faire comprendre le monde de la recherche, qui est parfois un monde un peu obscur, mais qu'on essaie de rendre un peu plus accessible à toutes et à tous, et aussi de faire comprendre qu'est-ce que c'est de faire un mémoire, qu'est-ce que c'est de faire une thèse. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer donc sur ce que c'est de faire une thèse au XXIe siècle. Parce que faire une thèse au XXIe siècle, en 2021, c'est différent de faire une thèse en 2018, de faire une thèse en 2008, dans les années 90 et les années 70. Bien sûr, c'est pas du tout la même chose. Pourtant, une thèse, à la fin, c'est un apport de connaissances sur un sujet qui peut-être fera date et peut-être changera la façon d'étudier un sujet, même changera l'histoire en général. Il y a des étapes dans une thèse qui ne changent pas, de la sélection du sujet avec son directeur ou sa directrice jusqu'à la soutenance, même si on voit que les modalités peuvent évoluer au cours des années. Alors les pratiques évoluent aussi parce que les méthodes se renouvellent, on a l'apport de la modernité et de l'informatique, bien sûr, qui n'est pas à négliger. On a les sujets qui changent aussi, il y a des modes dans les sujets. Par exemple, on étudie beaucoup moins l'histoire de l'agriculture médiévale en ce moment et beaucoup plus l'histoire des femmes. Bon, et c'est pas plus mal peut-être. Pourtant, le Moyen-Âge, lui, en lui-même, n'a pas changé, enfin, en quelque sorte. C'est juste les façons de l'aborder qui évoluent, ce qui en fait une période toujours passionnante à étudier. Et la thèse, c'est parfois un travail assez solitaire, avec son lot de doutes et de rebondissements plus ou moins heureux. Donc, nous allons vous proposer aujourd'hui une discussion sur ce que c'est de faire une thèse au XXIe siècle, et de surcroît, une thèse d'histoire médiévale. Je dis nous parce que, comme vous l'avez vu, celles et ceux qui sont dans la salle, je ne suis pas seule. J'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui à nouveau 3 personnes que vous avez pu entendre dans les épisodes si vous êtes vraiment des fans et que vous avez tout écouté. Mais si ce n'est pas le cas, maintenant vous savez ce que vous allez faire dans les prochaines semaines. Donc j'ai à côté de moi Mechtilde Herriot. Bonjour Mechtilde. Bonjour Fanny. Donc Mechtilde, tu es doctorante au sein du Centre Chastel de Sorbonne Université sous la direction de Philippe Lorenz. Donc tu prépares une thèse sur les mots et usages de la couleur chez les peintres du Trecento florentin. Tu nous en parleras tout à l'heure. J'ai avec moi aussi Marie-Lise Firre. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Fanny. Donc Marie-Lise, tu es docteure en histoire du Moyen-Âge. Tu as fait ta thèse sur le sujet Bâtard de prince, identité, parenté et pouvoir des enfants naturels chez les Bourbons. Et donc, tu es chercheuse associée à l'Université de Paris, laboratoire ICT, c'est bien ça ? C'est tout à fait ça. Je suis très contente de t'avoir avec nous. Mechtilde aussi, mais tout le monde. Et bien sûr, il fallait un peu de parité, donc on a quand même invité un homme. Donc, on a avec nous Vincent Létumier. Bonjour Fanny, donc je suis la pièce rapportée visiblement du dispositif. C'est une blague, on se connaît, je peux me permettre de faire cette blague-là avec lui. Donc, tu es doctorant en histoire médiévale à l'Université Paris 1, tu t'intéresses aux pères au Moyen-Âge. Donc ta thèse pour l'institution de la pairie de France entre le XIIe et le XVe siècle.
Donc toi, tu fais ta thèse depuis fin 2019, c'est ça ? Voilà, tout à fait, 2018 même. 2018, excuse-moi. Donc, le but de notre table ronde est de créer des échanges. Il y a des questions que je vais poser à mes invités, mais donc, mes invités, vous êtes libres de rebondir les uns sur les autres, enfin, sur vos propos plutôt. Et dans la salle, si vous avez des questions, gardez-les bien au chaud pour la fin. Bien sûr, vous pourrez les poser sans souci. Pour commencer, déjà, je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus, que je l'ai fait, vos sujets de recherche et aussi, comment est-ce que vous avez eu l'idée de travailler dessus ? Mechtilde, peut-être pour commencer. Donc, comme tu l'as dit, je m'intéresse à l'usage de la couleur chez les peintres du XIVe siècle à Florence. Et donc, j'essaye de comprendre ce qui a pu amener les peintres de cette période à choisir telle ou telle couleur pour leur tableau, que ce soit de manière inconsciente avec toute la conception de l'époque de la couleur, ou que ce soit de manière tout à fait consciente par le biais de... la couleur peut permettre de construire une image, peut signifier énormément de choses. Donc j'essaye de comprendre tout ça, donc ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Et j'ai commencé à m'intéresser à cette question parce que quand j'étais en Cagne, nous avons eu au programme d'histoire de l'art pour les concours la couleur du Moyen-Âge à nos jours. Et donc là, j'ai commencé à m'intéresser à cette question de la couleur, qui est absolument passionnante. Et comme j'aimais beaucoup le Moyen-Âge, je voulais travailler sur de la peinture médiévale. Donc j'ai fait un master d'histoire de l'art médiéval sur la couleur chez Fra Angelico. Et donc après, assez logiquement, j'ai continué. Je suis remontée un peu dans le temps pour travailler sur la même question au XIVe siècle. Et en plus, tu nous reviens d'Italie, tu nous en parleras tout à l'heure de tes pérégrinations avec plaisir. En Italie. Vincent, comment tu es arrivé à travailler sur ton sujet ? Alors, c'est une bonne question. Déjà, ça permet de revenir sur les raisons pour lesquelles on choisit un sujet. Alors, généralement, il y a deux voies. Soit on arrive avec un sujet donné par le directeur de recherche. Alors, donné ou suggéré, c'est pas non plus imposé, mais généralement, on connaît bien un directeur avec lequel on a déjà travaillé en master et on a le souci de continuer, de s'inscrire dans la continuité et donc en doctorat, de poursuivre avec lui. Et il peut, parce qu'il a une bonne connaissance de l'historiographie et des sources, nous suggérer plutôt une direction, un axe de recherche. Moi, c'est plutôt ce qui m'a amené en fait à travailler sur les pairs de France, les pairs PAIRS, pas les pairs, la paternité, pas du tout. Donc, tu laisses ça à Marie-Lise. Voilà, exactement. Je ne fais pas marcher sur les plates-bandes de la collègue. Et la deuxième voie, qui est peut-être un peu plus fréquente, c'est quand on a déjà soi-même une idée assez précise d'un sujet sur lequel on veut travailler et que l'on souhaite de fait donc mener ce sujet à bien. Donc on va essayer de débaucher, si j'ose dire, des directeurs, des directrices de recherche potentielle. Et alors c'est très variable, il y en a qui vont vous refuser, il y en a d'autres qui vont vous demander de repréciser votre sujet pour que ça colle mieux avec leur thématique. Mais bon, généralement ce sont les deux voies qu'on peut trouver pour lancer, disons, une thèse. Et Marie-Lise ? J'ai travaillé en fait sur les bâtards d'une famille noble, enfin d'une famille aristocratique à la fin du Moyen-Âge, donc c'est l'extrême fin du Moyen-Âge. Ce sont des princes du sang, donc ils sont alliés à la famille royale. L'idée, c'était de trouver, en fait, d'étudier cette partie de la population qui est méconnue, qui n'est pas censée être là, mais qui est là quand même. Parce que, on a un petit peu couché là où il fallait pas. Et voilà, il y a eu des petites conséquences. Donc, c'était l'idée. Et surtout de trouver quelle était la place de ces enfants au sein du lignage, tout en mettant en évidence le fait qu'ils ont une place bien particulière. Pas du tout exclus et tout, mais ils ont une place bien particulière. Et vu que tu posais la question de savoir comment cette idée est arrivée, alors moi, je me souviens, j'ai apporté en fait mon sujet à mon directeur de thèse, sachant que le sujet avait déjà été travaillé en mémoire de master, et mon sujet est littéralement né sur un tombeau. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait des fouilles à la fin des années 2000 à Souvigny, dans l'Allier, où il y a le tombeau d'un des bâtards de Bourbon. Et l'idée, c'était « Ah, mais si on mettait un étudiant ou une étudiante sur le sujet ?» Et ça a été moi. Donc, mais j'étais volontaire. Donc tout va bien. Donc voilà, donc en fait, c'est né, le sujet est né littéralement sur un tombeau. Et avant de commencer votre thèse, est-ce que vous aviez des a priori ou peut-être des peurs sur ce que c'est de faire une thèse en histoire médiévale ?
Vincent? Alors oui, je pense que des a priori, on en a tous. Déjà, moi, je me projetais dans un travail de longue haleine. Je savais que ce serait extrêmement long, et effectivement, c'est très long, parce qu'on n'a jamais fini de dépouiller. On trouve toujours de nouvelles hypothèses qui relancent le processus de réflexion. Et puis, j'avais aussi une inquiétude sur l'énormité, parce qu'une thèse, c'est des centaines de pages de rédaction. Ça demande beaucoup d'énergie intellectuelle, physique aussi. Et donc, bon, je me représentais un peu, disons, le doctorant comme un petit rat de bibliothèque ou un petit rat d'archives qui rechigne jamais à la tâche, et il y a de cette dimension-là. Donc je pense que l'important pour donner envie aussi aux gens de faire une thèse, c'est de dire qu'il faut trouver du plaisir et garder le moral. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, parce que c'est vraiment l'essentiel. Et est-ce que tu connaissais, ou est-ce que vous connaissiez déjà des gens en thèse qui vous permettaient d'avoir un aperçu de ce que c'était le travail de thèse? Oui, alors moi je connaissais déjà des doctorants, alors plus ou moins avancés dans la thèse. Après, on a beau communiquer sur l'expérience de ce que c'est que le doctorat, parce que c'est vrai qu'on c'est très solitaire, mais c'est aussi très... Enfin, on communique énormément avec les autres. Ça donne une idée, mais de toute façon, quoi qu'il se passe, j'ai l'impression que l'expérience est toujours hyper individuelle. De toute façon, en fonction de beaucoup de critères très différents, et en fonction, je pense aussi, du type de source qu'on peut avoir. Et toi, Mechtilde, du coup? Alors moi, le premier contact que j'ai pu avoir avec la thèse, c'est quand mon père a soutenu la sienne. Donc j'étais assez petite, et je me souviens il est professeur d'histoire, et je me souviens de cette longue période où il donnait plus cours, et je comprenais pas pourquoi. Et j'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait quand il part le matin, où est-ce qu'il va travailler? Et je comprenais pas. Donc c'est un peu le premier contact que j'ai eu avec ce que ça peut être une thèse au quotidien. Et comme Vincent, j'avais un peu cette idée du chercheur, du doctorant solitaire, toujours dans sa tour d'ivoire, qui est en fait une expérience que je ne vis pas du tout, heureusement pour moi d'ailleurs, parce que je pense que j'aurais pas beaucoup supporté cette dimension-là. Et je voulais savoir, vous travaillez tous les deux donc sur, on l'a compris, des domaines assez différents de l'histoire. Même si, alors je suis désolée, effectivement, on a 3 personnes qui travaillent sur la fin du Moyen-Âge. J'ai pas de hauts médiévistes, je m'excuse, s'il vous plaît, qui ne m'envoient pas de pierre. Hein. J'aime beaucoup les hauts médiévistes. Mais on a quand même des personnes donc, qui travaillent, Marie-Lise plutôt sur l'histoire sociale, Vincent plutôt politique, administratif. Tu as le droit de le dire, politique. Et Mechtilde, donc histoire de l'art. Et déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quel type d'archives est-ce que vous travaillez? Alors vas-y, Vincent, explique-nous. Sur quel type d'archives est-ce que tu travailles? Alors c'est une vaste question, parce que j'ai vraiment un panel de sources extrêmement variées. Donc comme j'étudie les pairs de France à travers leurs privilèges de pairie, je vais devoir dépouiller à la fois des sceaux, parce qu'ils peuvent faire apparaître sur leur sceau, donc il y a un moyen de valider, d'authentifier un acte, la pairie. Ils peuvent faire apparaître leur pairie aussi. Attends, est-ce que tout le monde sait ce que c'est un pair ou une pairie? Je crois pas. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots? Ils sont comme nos élèves, ils sont très polis, ils disent pas quand ils savent pas. Bah, moi, je suis pas sûre de savoir, donc est-ce que tu peux nous dire? Alors, un pair de France, c'est un noble, généralement un prince, c'est un noble qui appartient vraiment à l'élite nobiliaire, et il va avoir un privilège de pairie qui se décline de 3 manières. D'abord, il est vassal direct du roi de France, donc il tient son fief principal uniquement du roi, par exemple le duc de Bourgogne, et vassal direct du roi de France, même si ça le gêne un peu, mais il est officiellement quand même vassal du roi de France. Il va ensuite pouvoir assister au sacre du roi, et chaque pair a un rôle bien déterminé lors du sacre. Par exemple, pour ne citer qu'un cas, l'évêque de Langres tient le sceptre royal lors de la cérémonie dans la cathédrale de Reims. Et d'autre part, le pair de France va pouvoir utiliser ce privilège de pairie devant le Parlement, qui est en fait une cour de justice supérieure au Moyen-Âge, et ce privilège lui permet de court-circuiter les cours de justice inférieures. Donc il va directement, si vous voulez, devant la plus haute juridiction, et c'est très pratique pour lui, parce que ça décourage un peu les justiciables du pair, qui, oui, je sais, je suis trop long, mais forcément... Non, ça me fait rire, comment tu dis que ça les décourage? Oui, alors ça les décourage, pourquoi? Parce qu'il faut aller plaider devant le Parlement de Paris à Paris, et de fait, il faut qu'ils payent un avocat, il faut qu'ils fassent le chemin jusqu'à... Donc forcément, il y a une dimension aussi de justice dissuasive. Le pair de France utilise sa pairie devant le Parlement parce qu'il sait que ses adversaires lors des procès risquent d'être découragés d'aller à Paris. Donc voilà ce qu'est un pair de France.
France. Donc tu les vois partout dans les archives, j'imagine. Je les vois dans les sceaux, je les vois parfois dans les titulatures, avec une ambivalence. Certains revendiquent la pairie parce que c'est une manière de se distinguer socialement et politiquement. D'autres, au contraire, fuient ce privilège, comme le duc de Bretagne, justement, qui au XVe siècle revendique une position d'indépendance dans le royaume et qui va tout faire, justement, pour mettre sous le boisseau ce titre de pair de France. Et Maryse, sur quel type d'archives est-ce que tu travaillais ? Alors moi, les archives ont été extrêmement variées, c'est un petit peu le même profil. Alors moi, je vais avoir en fait deux gros blocs d'archives. Le premier, ça va être les archives de la Principauté de Bourbon. Donc, qui se trouvent aux Archives nationales, pour la plupart aux Archives nationales à Paris. En fait, c'est un fonds familial où vous avez des documents d'une grande diversité. Ça peut être un contrat de mariage, un testament, ça se ressemble un peu. On va partir sur des quittances. Alors là, les quittances, on en a plein. Ils passent leur vie à payer. Mais bon, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. On va avoir ça. On va avoir des transmissions de fiefs, faire le don d'un fief à un autre membre de la famille. Au milieu de tout ça, je peux avoir, alors ça c'est vraiment le fonds principal, après je peux avoir des reliquats de fonds qu'on récupère, c'est-à-dire un procès qui traîne. Oui, de temps en temps ça aide. Donc on a des procès qui traînent, on a quelques épaves de correspondance, c'est un peu plus compliqué là. On va voir ce type d'écrit. Et donc, dans ce type d'écrit, on va avoir tout ce qui est titulature. Donc, la titulature complète de la personne qui va en fait donner son identité et ce qu'elle veut bien montrer de son identité ou ce qu'elle doit montrer de son identité. On va avoir aussi tout le paratexte, c'est-à-dire les sceaux, les signatures. Très important, les signatures, ça se développe à cette époque-là et les Bourbons sont à fond derrière le roi, en mode le roi signe, nous aussi. On va avoir les signatures, on va avoir plein d'éléments en fait qui vont permettre de développer tout ce qui est identité de la personne. Donc ça va être le gros bloc, le premier gros bloc d'archives. Le deuxième gros bloc d'archives, là je suis partie un petit peu tout feu tout flamme sur tout ce qui est figuré. Alors, dans le figuré, je mets généralement les sceaux dans le figuré, parce que c'est quand même important. Mais en dehors de ça, ce sont des gens qui ont énormément d'argent. Donc, ce sont des gens qui peuvent embellir des châteaux, faire des politiques de reconstruction. Donc, on va avoir de ce qu'on appelle de l'héraldique. Héraldique, blason, si peut-être ça vous parle mieux. Voilà, en fait, c'est de l'héraldique. On va avoir de l'héraldique monumentale, donc sur des monuments. On va avoir des gens qui ont des livres, qui peuvent acheter des livres, et parfois des livres enluminés. Donc, on a 2-3 petites perles de livres magnifiquement enluminés. C'est de vraies merveilles. Enfin, bon, bref, quand on a ça dans les mains à la BNF, c'est un petit peu, on tremble un peu. C'est assez intéressant. Et puis, on va avoir tout ce type de figurés-là. Héraldique monumentale et meubles. Alors moi j'avais quelques meubles un peu dispersés dans les musées de France, mais j'avais quand même quelques meubles et donc meubles avec de l'héraldique, de l'emblématique, etc. Donc là ça va être le deuxième gros corpus en fait, le deuxième gros bloc, c'est-à-dire un bloc scripturaire et un bloc figuré. Bon, toi Mechtilde, est-ce que tu as quand même des archives ou est-ce que tu vas que dans les musées ? Alors, il y a des archives, il y a quand même quelques archives pour les peintres sur lesquels je travaille, mais comme elles ont été beaucoup publiées, déjà beaucoup travaillées, je ne suis jamais allée en archives. Donc j'entends tous les historiens qui vont faire « Ah !» Donc du coup, je vais beaucoup dans les musées. Donc j'ai des tableaux qui sont répartis un peu partout dans le monde, que je ne peux pas tous aller voir. J'en ai un certain nombre aux États-Unis et qu'à cause de la pandémie, je n'ai pas pu aller voir. J'en ai aussi en Angleterre, en Allemagne, beaucoup en Italie, forcément, en France. J'en ai un au Luxembourg, je crois. Donc, je vais voir ces tableaux qui sont quand même ma source principale. Je passe du temps devant, c'est-à-dire que j'arrive avec mon carnet de notes, que je m'assois devant le tableau et que je le regarde. C'est une des parties principales de mon travail. Et comme je travaille sur la couleur, je m'intéresse aussi énormément à tout ce qu'on va appeler la matérialité de l'œuvre. Donc tout ce qui va constituer l'œuvre matériellement, comment c'est mis en place, comment c'est mis en œuvre. Pour ça, j'ai besoin d'un autre type de document qui relève plutôt de la documentation des musées. Donc quand vous travaillez sur des tableaux, généralement vous prenez contact avec le conservateur du musée pour lui demander de voir
le dossier d'œuvre. Donc le dossier qui va regrouper toutes les informations qu'on va avoir, que le musée va avoir de disponibles sur le tableau. Donc ça va de la question de l'achat du tableau, d'où il vient, les correspondances avec des chercheurs s'il y en a, et aussi tout ce qui va relever de l'analyse en laboratoire et du compte-rendu de restauration du tableau. Et dans ces documents-là, je vais avoir tout ce qui concerne les analyses qui sont faites sur les œuvres et qui vont me permettre de savoir quels pigments ont été utilisés, quel type de liant pour lier le pigment a été utilisé, est-ce qu'il y a eu des repeints postérieurs, toutes ces informations qui sont essentielles pour mon travail. Donc c'est vraiment un travail de documentation qui est un peu différent de celui que nos deux autres intervenants ont. Et alors justement, on me disait tout à l'heure, tu étais en Italie ces dernières semaines. Est-ce que tu peux nous raconter quand tu vas dans les musées, comment ça se passe? Raconte-nous un des aspects plutôt sympas, j'imagine, de la thèse, oui. de quand on va se déplacer. Oui, ça c'est le côté vraiment agréable. Donc je suis partie pour un séjour de recherche d'1 mois en Italie grâce à une bourse de l'École française de Rome. Donc j'ai monté un dossier de candidature pour demander une bourse qui puisse me permettre de me déplacer sur le terrain. Et là, ensuite, j'ai passé 1 mois à me déplacer. J'ai passé pas mal de temps à Florence parce que c'est là que se trouvent la plupart des œuvres sur lesquelles je travaille. Mais donc, je me suis pas mal déplacée dans le reste de l'Italie aussi. Donc, je loge sur place et je prends contact avec les conservateurs et les documentations des musées où je dois me rendre. On prend rendez-vous. Ça me permet de rentrer gratuitement dans les musées, ce qui, quand on en fait un certain nombre au cours d'un séjour, n'est pas négligeable. Pour pouvoir voir les œuvres, ça me permet donc de voir la documentation dont j'ai besoin, de poser des questions, de voir des œuvres qui ne sont pas exposées au public, donc de descendre dans les réserves des musées pour voir ces œuvres-là. Et en plus de ça, comme je travaille sur un objet dont la couleur qui est forcément trahie lors de la reproduction, que ce soit imprimé ou numérique, c'est absolument essentiel que je me déplace pour voir ces œuvres sur lesquelles je travaille. Donc ça me fait un peu voyager, ce qui n'est pas du tout déplaisant. Et pour parler du coup un petit peu méthode, Vincent, toi quand tu travailles sur ces archives, est-ce que tu as des méthodes à utiliser? Moi ça me fascine toujours comment travaillent les médiévistes parce que d'une personne à l'autre, on peut voir qu'il y a des façons totalement différentes d'aborder un même type de source ou une même source. Selon le sujet, on ne travaille pas du tout de la même façon dessus. Oui, c'est sûr qu'il y a des différences, effectivement, mais c'est très intéressant d'écouter une historienne de l'art parce qu'on a une approche en histoire classique, qui est assez différente. Moi, je travaille sur une documentation quand même largement écrite, et donc je dois dépouiller une très grande quantité de documents avec des difficultés importantes. Déjà, vous avez une première embûche. Beaucoup de documents sur lesquels je travaille, qui sont des décisions de justice rendues au Parlement de Paris, sont en latin, avec beaucoup d'abréviations. Donc il faut connaître suffisamment la grammaire latine et le vocabulaire juridique pour arriver à reconstituer la décision de justice. Et en outre, ce sont des documents qui sont sur microfilm. Alors, microfilm, c'est d'autant plus compliqué. C'est pas le vrai registre, hein. C'est une reproduction que vous consultez sur un appareil. Quelquefois, les microfilms sont anciens, hein, les premiers datent des années 50, et le microfilm est de mauvaise qualité. Donc, on peut toujours demander à l'archiviste qui nous amène le registre d'origine. Souvent, il refuse parce qu'il y a le microfilm qu'on peut consulter. Donc, bon, il faut insister. Quand vous avez 200, 300, 400 registres, ça ne passe pas. Donc, je suis obligé de cibler dans mon dépouillement, en fait, faire une recherche en plein champ, c'est-à-dire relever toutes les occurrences du mot père, péri dans une décision de justice. Donc, je dépouille page après page des kilomètres de documents. Je fais ça depuis 2 ans. C'est fatigant, c'est souvent frustrant aussi parce que j'ai à peu près une décision sur 500 où il y a la mention de la pairie. Donc il faut en dépouiller plusieurs dizaines de milliers pour avoir un échantillon vraiment représentatif. Donc là, j'ai fait toute la période qui va de 1324 à 1385. Je pense qu'après, je vais faire des échantillons un peu plus ciblés parce que c'est très très compliqué. Voilà, donc c'est une méthode très différente de l'observation du tableau que toi tu pratiques en histoire de l'art. Là, c'est vraiment du dépouillement brut de documents dans des conditions pas toujours faciles. Oui, Marie-Lise ?
C'est vrai qu'en tant qu'historien, quand on se reconnaît beaucoup plus, en fait, plutôt qu'avec les historiens de l'art, hein, on se reconnaît beaucoup plus dans la manière d'aborder les archives. On a un petit peu les mêmes fonds, on a un petit peu les mêmes problèmes. Alors, parmi les problèmes, je vais avoir les sceaux. Les sceaux que des fois, les conservateurs ont eu la bonne idée de mettre dans des petits sachets. Et qu'il faut enlever le petit sachet pour voir le sceau. Et que vous avez le conservateur, donc le responsable de bibliothèque, qui est derrière vous en vous disant « Mais non, vous n'enlevez pas le petit sachet !» Mais comment je fais pour le voir alors ? Donc voilà, on peut avoir ça, on peut avoir les documents numérisés. Revenons à nos microfilms. Alors maintenant, on a plein de choses sur Internet, c'est magique, mais sauf que des fois, ils sont numérisés à partir des microfilms. Donc moi, ça m'est arrivé par exemple sur un manuscrit en particulier où on étudie des pages de pages enluminées en fait, et où j'avais de très belles armoiries qui sont sublimes, et qui, sur microfilm, sont entièrement noires. Alors, c'est beau, les armoiries de sable, mais au bout d'un moment, c'est assez redondant. Donc là, c'est pareil, c'est un petit peu la même démarche. Hein. On va voir le responsable de salle, on lui explique que oui, mais bon, vous comprenez, ça va être compliqué, on a besoin de voir l'original. Bon, et puis des fois ça passe, et puis des fois ça passe pas, et quand ça passe pas, des fois, il faut prendre un mail et en fait rappeler un responsable hiérarchiquement plus élevé pour dire non mais attendez, j'en ai vraiment besoin. Après, je sais pas si ça a été le cas pour Vincent ou peut-être, alors surtout je peux surtout question à Vincent, moi j'ai jamais eu besoin de faire appel à mon directeur de thèse pour dire bon là vraiment j'y arrive pas, j'ai porte fermée, est-ce que l'appui d'un universitaire de fonction, enfin de titulaire, peut m'ouvrir cette porte-là. Moi j'ai jamais eu le cas, après je sais que ça peut arriver. Non, j'ai jamais été confronté non plus au problème parce que les archivistes savent bien quelles sont nos difficultés. Alors, il faut expliquer qu'il y a deux logiques très différentes. Nous, on veut absolument consulter le document parce que voilà, on est dans une perspective d'intelligibilité, on veut comprendre le sens, etc. Oui, on a besoin aussi de la matérialité. Là, ça rejoint l'histoire de l'art. La matérialité du document et pas seulement le facsimilé qui forcément est une trahison un peu du document d'origine parce qu'il y a une déperdition du sens, du contexte de production du document. Mais non, ça n'a jamais été aussi loin parce que souvent, les archivistes sont compréhensifs. Mais du coup, et oui, évidemment, la logique de l'archiviste, c'est de conserver le patrimoine. Donc, de ne pas fragiliser des documents qui, parfois, sont friables, cassables, etc. Alors, le parchemin est très solide. Pour casser du parchemin, il faut y aller quand même. Mais tout ce qui est papier, par exemple, est très fragile. Donc, on peut comprendre, évidemment, que le manuscrit soit précieusement gardé par le conservateur. Mais nous, notre logique est différente. Nous, on veut voir le document. Donc, forcément, on est un peu, quelquefois, pas en confrontation, mais on a deux approches différentes. Oui, je voulais juste... en histoire de l'art, on a quand même des archives. Hein. C'est juste que moi, les miennes sont déjà très largement publiées, donc j'ai pas besoin d'aller consulter les originaux. Et sur la question des rétentions un peu de certains conservateurs vis-à-vis des documents à consulter, je connais pas mal de spécialistes de l'enluminure pour qui c'est parfois très compliqué de faire comprendre que dans la numérisation sur Gallica, qui est la base de données des manuscrits de la BNF notamment, aussi haute définition soit-elle, ne remplacera jamais le contact direct avec le manuscrit d'origine. Et il y a certaines bibliothèques, notamment la Bibliothèque du Vatican, pour ne pas la citer, qui peuvent être extrêmement... On va se faire des amis, là. Fermées à l'idée de communiquer les documents originaux. Qui n'a pas d'anecdote méchante sur la Bibliothèque du Vatican? C'est un peu ça. Alors, moi, personnellement. Mais est-ce que vous avez eu... Alors, pour rester un peu positif, est-ce que vous avez eu des bonnes surprises aux archives? Est-ce que vous avez un souvenir de une fois tomber sur une pépite? Maryse, je te vois hocher de la tête. Ah oui, moi c'était... Alors j'étais pas en thèse, j'étais en master. C'était mes premières expériences en archives. Et j'étais à la BNF, donc j'étais rue Richelieu, Richelieu en fait à Paris. Et vous voyez la jeune étudiante en master, un peu tout feu tout flamme, tout va bien, et qui arrive et qui ouvre son magnifique manuscrit, qui est toute contente de son manuscrit, et qui voit des sceaux sans le petit sachet. C'est important de préciser. Et là, je vois en fait un sceau avec une magnifique nef, donc un bateau amiral au voile de mon bâtard. Et là, en fait, j'ai eu ce mouvement de réflexe en mode, j'ai levé les bras au ciel en mode oui. Et là, je me suis dit, mais en fait, il y a des gens qui te regardent. Toi, Vincent, est-ce que tu trouves des choses comme ça parfois aux archives? Est-ce que tu as eu une bonne surprise? Parce que là, tu nous dis, tu écumes je ne sais pas combien
de folio. Est-ce qu'une fois, tu as eu un lever de bras joyeux? Une fois sur 500. Mais c'est à peu près le quota. Hein. Oui, ça arrive pas souvent. Toi, Mectine, est-ce que tu as eu des surprises avec les tableaux? Plusieurs. Grand moment d'émotion, une des premières fois où je suis descendue dans les réserves d'un musée, parce que ça fait quand même quelque chose. C'était à la Gemäldegalerie à Berlin. Donc pas n'importe quel musée non plus. Et de voir tous ces tableaux. En fait, dans les réserves des musées, les tableaux, vous avez des espèces de grandes grilles qui se tirent comme des rails, enfin qui sont sur des rails et qui se tirent les unes après les autres. Et vous avez plusieurs tableaux accrochés comme ça sur une seule grille. Donc c'est assez impressionnant à voir. Et de tomber sur un tout petit tableau, vraiment pas grand, mais très fin, très beau, très coloré et puis très bien conservé. Donc j'avais été assez émue de voir ça. Et puis plus récemment, là, c'est pas un tableau en particulier, mais je me suis rendue à la Pinacothèque de Sienne pour la première fois pour avoir un point de comparaison par rapport aux peintres sur lesquels je travaille. Et j'ai eu un petit moment de révélation parce que je me suis dit, en fait, en voyant ces tableaux, je peux dire que la spécificité de l'utilisation de la couleur dans la peinture florentine, c'est ça. Je vous dirai pas quoi, parce qu'il faudra aller lire ma thèse pour savoir quoi, quand elle sera finie et publiée. Mais petit moment de révélation comme ça, qui arrive pas si souvent que ça, mais qui redonne un peu beaucoup de couleur à tout notre travail. Alors, pour revenir un peu à la méthode, je voulais qu'on parle de quelque chose qui est du coup assez important pour le 21e siècle, les bases de données. Alors, les bases de données, en fait, c'est ce que nous permettent aujourd'hui l'informatique, parce que toutes les données que révèlent les historiens, en fait, là, ces outils informatiques permettent de les traiter un peu mieux. Comment est-ce qu'ils vous aident dans la thèse, et est-ce qu'on est formé, quand on est en thèse, à utiliser ces outils qui peuvent être assez précieux ? Oui, alors évidemment, on est formé maintenant de plus en plus à l'informatique. Il y a des enseignements obligatoires pour les étudiants de master, ce qui fait que généralement, quand on arrive en doctorat, on a déjà un petit bagage. Alors après, sur la base de données, il faut savoir que ce n'est pas complètement nouveau non plus. Les premières datent du milieu du XXe siècle, je crois, de mémoire. Donc aujourd'hui, il y a une vraie transformation avec la numérisation, la digitalisation, on va beaucoup plus loin. Moi, j'utilise une base de données sur LibreOffice, donc logiciel gratuit. C'est assez simple d'utilisation, disons. Je ne me lance pas dans des choses trop compliquées parce que j'ai du mal aussi avec ce genre de technologie. La base de données a un intérêt parce qu'elle permet de traiter une très grande quantité d'informations et d'en dégager des statistiques. Donc quand on étudie un groupe social comme les Pairs de France, on a 260 individus à peu près sur 3 siècles, du 12e au 15e. Ça suppose quand même d'essayer de trouver des invariants, des trajectoires communes, des similitudes géographiques, sociales, politiques. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des tableaux qui sont en fait des tables de données avec à l'intérieur des renseignements, par exemple une table sur les sceaux, une table sur les titulatures, une table sur, je ne sais pas moi, le lien de parenté du père avec le roi, et ensuite on va essayer de croiser toutes ces informations, et ça c'est un grand avantage de l'informatique, parce qu'avant il fallait le faire à la main, donc c'était faisable, mais il y avait un risque d'erreur, alors qu'on retrouve toujours avec l'informatique d'ailleurs, mais différente. Aujourd'hui le risque d'erreur est quand même minoré, et puis surtout ça va beaucoup plus vite, parce qu'une fois que vous avez rentré toutes vos données, alors il y a la phase de saisie des informations qui est toujours fastidieuse, mais sortie de cette phase de saisie des informations, la machine travaille pour vous en fait, et vous arrivez comme ça à dégager rapidement des informations statistiques utiles sur votre corpus. Mectine, toi, tu utilises ça ou pas ? Oui, d'ailleurs j'utilise le même logiciel que Vincent, mais alors, nous en histoire de l'art, dans la formation, on est un petit peu en retard là-dessus, du coup on n'est pas du tout formé à ces outils-là. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai un copain archéologue qui lui pour le coup a été formé à ça, qui m'a dit on prend 2 heures et je t'explique comment ça fonctionne et après tu pourras te débrouiller toute seule. Et en fait dans ma thèse il y a un très gros volet linguistique parce que je me suis intéressée de très près au vocabulaire de la couleur en italien, plus précisément en toscan en XIVe siècle, et donc j'ai utilisé des très gros corpus de textes. Je dois avoir au total, je ne sais plus combien d'occurrences. J'ai 2028 textes et un nombre délirant d'occurrences de noms de couleurs. Donc, je ne pouvais pas traiter tout ça manuellement. Donc, la base de données m'a été très utile, notamment pour aussi croiser les informations et pour pouvoir dire tel nom de couleur apparaît
est beaucoup plus utilisé dans le premier quart du XIVe siècle. Ça m'a permis de montrer, de prouver avec des données que le rouge est très important dans le toscan du XIVe siècle et que c'est le nom de couleur qui revient le plus souvent. En donnant les genres des textes, tout ça apparaît, et de manière beaucoup plus efficace que tout ce que j'aurais pu faire, et sur un échantillon beaucoup plus vaste que tout ce que j'aurais pu faire à la main. Donc c'est, comme dit Vincent, c'est la phase de saisie des données, c'est très long, vaut mieux, et en plus il faut rester très concentré, parce que si on fait une erreur, faut tout reprendre. Mais une fois que c'est fait, ça facilite très grandement le travail. Et qu'est-ce que Internet a changé aussi dans la préparation d'une thèse? Alors quand je parle d'Internet, je parle de la numérisation. On parlait de Gallica tout à l'heure, qui est un outil très important pour les chercheurs. En plus, n'en parlons même pas dans la période là où les personnes ne pouvaient pas aller en bibliothèque. Ça a aidé beaucoup de gens. Mais au-delà de ça aussi, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux aujourd'hui dans votre travail de recherche? Alors Vincent, peut-être pour commencer, parce que vous allez voir, ils n'ont pas le même avis en fait. Alors moi je ne vais pas dire que je suis anti-réseau social, mais je les utilise très peu. Par contre, Internet, oui, pour revenir plus généralement sur ta question, oui, Internet c'est quasiment indispensable. D'abord parce que ça donne un accès permanent à beaucoup de textes qui sont édités. Là où avant il fallait passer une journée complète en bibliothèque, vous pouvez travailler chez vous tranquillement. Donc ça c'est quand même un gain de temps et un confort indéniable. Et puis par ailleurs, Internet et notamment Google, pour ne pas le citer, a quand même un grand avantage, c'est que quand vous tapez précisément une expression, un mot-clé, vous allez tomber sur des documents, des ouvrages du siècle passé auxquels vous n'auriez jamais pensé. C'est-à-dire que les algorithmes de Google vont vous orienter vers des titres que vous n'auriez jamais vus. Donc de fait, vous allez avoir de nouvelles informations, etc. Ça, c'est quand même une grande nouveauté. Oui, donc ta bibliographie s'en trouve étoffée de base. Absolument, oui, c'est un grand gain bibliographique. Et toi, Marie-Lise ? J'ai une approche un petit peu différente des réseaux sociaux. Mais alors, concernant déjà la numérisation, alors ça concerne les ouvrages, ça concerne aussi énormément d'articles. Moi, je pense que Cairn et Percé, c'est les deux plus belles inventions qu'on ait. Tout simplement parce que y a des fois un article perdu dans une petite revue du fin fond du Nivernais ou du Bourbonnais, pour ne pas le citer. Donc voilà. Et en fait, on n'aurait pas forcément l'idée de trouver un article spécifique là-dessus. Moi, j'ai découvert littéralement une bâtarde totalement inconnue au bataillon, référencée par personne, dans l'article d'un archiviste qui avait publié dans une petite revue locale. Et en fait, l'intérêt de la numérisation de certaines revues, ça permet véritablement, dans le moteur de recherche de la revue, dans le moteur de recherche du site, donc là, c'est plutôt Cairn et Percé, de sortir en fait l'information alors qu'on ne l'aurait pas forcément vue tout de suite. Et c'est un gain de temps absolument énorme. Alors pour les réseaux sociaux, je suis un tout petit peu moins hostile aux réseaux sociaux que ton voisin. Mais alors, moi, en fait, alors, j'ai pas utilisé les réseaux sociaux comme outil de promotion de la thèse ou comme outil pendant la thèse. J'avais mon réseau à moi, de potes, j'avais... De temps en temps, c'est vrai qu'on est échangé via Facebook. Comme diraient mes élèves, oui, mais madame, Facebook, c'est pour les vieux. Mais tant pis, c'est comme ça. Donc, voilà, on peut utiliser ce genre de truc, mais je ne l'ai pas utilisé véritablement dans le but, en fait, de promouvoir les recherches en question. Je sais que de jeunes chercheurs, maintenant, utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour ça. En fait, c'est un ami qui, après soutenance, m'a incité, il est mis 1 an et demi quand même, pour essayer que j'accepte d'être sur Twitter. Bon, d'accord, sous pseudo, mais quand même. Donc, en fait, pour essayer justement de promouvoir les recherches ou au moins d'essayer de récupérer des informations via Twitter. Et c'est vrai que Twitter a cet avantage, c'est-à-dire qu'on va avoir des informations, notamment par des colloques, des conférences, des trucs, ou même de rencontrer des jeunes chercheurs qu'on ne connaît pas. Rencontrer des masterants, mais c'est hyper compliqué parce que les masterants, une base de données, par exemple, Fanny, tu le sais, une base de données, une thèse, il y a une base de données, thèse.fr, donc du coup, il suffit de taper un nom et vous trouvez Mais ça n'existe pas pour les masterants, en fait. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des masterants qui travaillent sur des sujets qui sont connexes à nos sujets à nous, donc du coup, on rentre en contact avec eux, et c'est vrai que c'est assez intéressant. De ce point de vue-là, les réseaux sociaux aident beaucoup, en fait, à créer une communauté et aller élargir une communauté autour de nous. Ouais. Oui, il y a un vrai problème de la valorisation du travail de master. Bon, ça, c'est malheureusement... Même s'il y a des choses qui se font au sein de certaines universités, il y a des sites, c'est en train de se mettre en place depuis quelques années, mais c'est un petit peu un souci. Toi, Mechtild,
pour le coup, tu es beaucoup plus active sur Twitter pour parler de ta propre recherche. Oui, tout à fait. Alors après, moi, c'est quelque chose qu'on m'a dit assez tôt quand je suis arrivée en master, c'est que les réseaux sociaux, s'ils sont bien utilisés, peuvent vraiment être des outils professionnels pour un chercheur. Et on a une identité numérique en tant que chercheur, parce que notre nom va apparaître dès qu'il y a une publication, dès qu'il y a un colloque, une journée d'études qui est organisée, notre nom apparaît sur Internet. Donc c'est très important déjà, d'une part, de se googliser régulièrement pour voir s'il n'y a pas des trucs dont on ne veut pas qu'ils sortent, qui n'apparaissent pas sur la première page. Qu'on soit chercheur ou non d'ailleurs. Qu'on soit chercheur ou non. Et du coup, d'utiliser cette identité numérique à bon escient pour pouvoir, d'une part, promouvoir sa recherche et d'autre part, se tenir au courant de tout ce qui se passe, donc faire sa veille documentaire. Et là-dessus, je rejoins Marie-Lise. Twitter, c'est très, très pratique pour ça. Si on est abonné au bon compte, si on suit... Il y a un bon réseau médiéviste sur Twitter, donc c'est très utile parce qu'on voit passer énormément de choses au niveau de l'actualité de la recherche, que ce soit les publications, les appels à communication, les colloques. Il y a énormément de choses qui se passent et là-dessus, c'est très, très utile. Non, mais médiévistes, certes, mais on aime aussi les contemporanéistes, les antiquisants et les modernistes. Ouais, on va dire qu'on est les très aime drôle quand même. Non, c'est vrai que alors, j'avais vu ça, en fait, que les médiévistes étaient parmi les historiens les plus pionniers pour s'approprier les réseaux sociaux et tout ce qui était aussi Internet en général. Et là, je parle du XXe siècle et tout ça. Donc, finalement, c'est pas étonnant qu'on trouve beaucoup de médiévistes sur Twitter, même si les contemporanéistes, ils sont beaucoup. On les aime quand même, mais c'est pas grave. Les contemporanéistes sont beaucoup plus nombreux que les médiévistes, donc on n'est pas dans le même rapport de force non plus. Et on parlait donc de relations. J'avais aussi une question qui peut parfois être un petit peu délicate, selon les personnes, mais comment se passe la relation avec votre directeur, votre directrice de thèse ? Ça peut parfois être compliqué. Bon, j'avoue que je tiens tout de suite, je sais que les gens autour de la table ont une bonne relation, sinon je n'aurais pas posé cette question. Ça peut vraiment être délicat. Vincent, est-ce que tu veux commencer et nous dire qui est ton directeur de... Rappeler qui est ton directeur de thèse. Mon directeur de recherche, c'est Olivier Matteoni, donc qui travaille à Paris 1 à la Sorbonne, qui est spécialiste de l'histoire des institutions, de l'administration, de la politique aussi, à la fin du Moyen-Âge, en France. Alors j'ai une relation de proximité, de bonne entente aussi avec mon directeur de recherche, je n'en dirai pas du mal. De toute façon, je n'en pense pas du mal. C'est très important ce choix justement du directeur parce que on va travailler avec lui pendant plusieurs années et il faut quand même une relation de confiance et d'honnêteté. C'est peut-être la seule personne dont je tolère qu'elle me dise que mon travail n'est pas bon, que je fais fausse route et qu'il faut que je me botte les fesses parce que ça ne va pas. Ça, c'est l'honnêteté, voilà. Mais on peut considérer qu'on a été mal jugé parfois. Je pense que voilà, toutes les remarques qu'il peut faire sont à prendre. Il y a ce rapport de respect intellectuel aussi avec le directeur de recherche. Et puis de proximité parce que on est amené quand même à se voir assez régulièrement. Il faut qu'il suive aussi nos travaux, qu'il les réoriente si besoin. Donc fondamentalement, c'est très important, je pense, de bien choisir son directeur. On connaît tous, alors on ne narrera pas les anecdotes, mais on connaît tous ici des doctorants avec lesquels ça s'est mal terminé parce que le directeur de recherche ou la directrice, bon, peut y avoir une incompatibilité de personnes, ça existe aussi, ou alors parce qu'il y avait un manque d'investissement. Mais vraiment, le choix du directeur est quelque chose de très très important. Toi, Mechtilde, comment ça se passe ? Alors moi, ça se passe bien. Après, je ne vais pas forcément faire l'effort d'aller contacter mon directeur de recherche, ce qui n'est pas du tout une chose à faire. Tu peux rappeler comment il s'appelle ? Je travaille avec donc, Philippe Lorenz, qui est professeur d'art médiéval à l'université Sorbonne Université, anciennement Paris 4. Et alors, la pandémie n'a pas du tout aidé de ce point de vue-là. Donc ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu, mais c'est toujours compliqué. Moi, je n'aime pas vraiment parler au téléphone. Donc juste appeler mon directeur de recherche, ça me mettait assez mal à l'aise. Je me sens honorée que tu aies accepté mes appels des dernières semaines alors. Et donc du coup ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas vu et là comme je vais rentrer en phase de rédaction, il va quand même falloir que je le vois un peu plus régulièrement. Mais je l'apprécie beaucoup et à chaque fois qu'il m'a donné des conseils, c'était toujours de très bons conseils. Je travaillais déjà avec lui en master, donc ça fait quand même quelques années qu'il me suit. Et donc du coup oui, on a une bonne relation. Bon, et Marie-Lise, toi, tu as fini ta thèse il y a quelques années, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, tu as une bonne relation avec ton directeur de thèse. Ah oui, on s'entend très bien. Je rejoins entièrement Didier Lett, qui était ton directeur. Oui, mon directeur de thèse, c'était Didier Lett, qui est professeur à l'université, anciennement Paris 7 Diderot. Maintenant, c'est l'université de Paris.
Je rejoins entièrement sur le côté respect mutuel, le côté où il faut vraiment quelqu'un où on accepte que la personne fasse des critiques parfois extrêmement sévères. Moi, je dirais que pour choisir en fait un directeur ou une directrice de recherche, il faut 2 choses. On choisit certes le scientifique ou la scientifique, c'est-à-dire on va choisir quelqu'un qui a une spécialité. Dans mon cas, c'était clairement l'histoire de la famille. Hein. C'est pour ça que j'ai choisi Didier Lett. Donc voilà, on va choisir quelqu'un qui a une spécialité scientifique, donc quelqu'un où on se dit que la personne scientifiquement va nous amener vers quelque chose que l'on souhaite, enfin la coloration qu'on souhaite donner au travail de recherche. Je dis aussi souvent, mais c'était ma directrice de master qui le disait avant moi, donc je copie un petit peu, elle m'en voudra pas. Il faut bien prendre conscience des années qu'on va passer à se côtoyer. En colloque, en réunion, en entretien perso, parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même faire des bilans. Et c'est important aussi de ne pas s'engager en se disant « Ouh là là, humainement parlant, je sens pas, ça va pas passer. » quoi. Il faut vraiment qu'on sente qu'humainement parlant, on peut s'entendre. Du coup, je voulais compléter, ces histoires de relations entre doctorants et directeurs de recherche, aujourd'hui, sont scrutées avec plus d'attention parce qu'on a un comité de suivi, c'est-à-dire constitué de 2 personnes extérieures qui peuvent être dans le jury de thèse et qui nous suivent régulièrement, qu'on rencontre enfin une fois par an au moins. Et elles sont là notamment pour vérifier qu'il n'y a pas de situation de harcèlement entre le doctorant et le directeur de recherche, parce qu'il peut y avoir aussi des rapports comme ça. Alors, c'est rare, heureusement, statistiquement, mais ça arrive, malheureusement. Donc, pour compléter ce que tu disais, la relation humaine est vraiment déterminante. Et puis, au-delà de ça, il y a, pareil, on a abordé le sujet des directeurs ou des directrices qui ne suivent pas des étudiants. Le comité est égal. Alors, moi, j'appartiens à une génération où le comité n'existait pas. Mais il a suivi, donc il n'y a pas de problème. Mais en fait, le comité sert aussi des fois à maintenir une sorte de filet de sécurité quand on voit que en fait, le directeur ou la directrice, en fait, on le voit une fois par an. Ça arrive. Et justement, en termes de sociabilité, est-ce que vous pouvez donner aussi un petit aperçu de comment ça se passe, la sociabilité dans le monde universitaire lorsqu'on est en thèse? Parce qu'on parlait tout à l'heure, c'est assez solitaire, mais donc il y a quand même des moments où on n'est pas seul, que ce soit les colloques, les séminaires. Bon, bien sûr, il y a eu le Covid récemment, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais toi, comment tu le vis, Mechtilde, les colloques, les séminaires, ce côté sociabilité au cours d'une thèse? Alors, j'ai eu pas mal de chance, moi, de ce point de vue-là, parce que ma première année de thèse a été vraiment très, très, très solitaire, parce que, en fait, j'étais donc absolument non financée, donc du coup, je devais travailler à côté dans un milieu qui n'avait vraiment rien à voir avec la recherche, et du coup, je n'avais pas vraiment le temps de consacrer, je ne pouvais pas consacrer de temps à ces moments de sociabilité entre chercheurs, donc ça a été très compliqué, parce que très solitaire, justement. Et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un contrat doctoral à l'Institut national d'histoire de l'art, où on est un vivier d'une vingtaine de doctorants spécialistes d'histoire de l'art ou d'archéologie sur différentes périodes. Et c'est là que ma sociabilité de chercheuse a vraiment décollé, entre guillemets, parce que j'ai eu la chance, et j'ai toujours la chance, de pouvoir faire des déjeuners, des pauses café avec d'autres doctorants qui sont vraiment en train de faire de la recherche, de parler de mes problèmes méthodologiques et de demander à avoir un autre point de vue que le mien, qui suis le nez dans le guidon et qui n'arrive pas à en sortir. Ça m'a permis d'avoir connaissance d'autres colloques auxquels j'aurais pas forcément pensé, de pouvoir m'y rendre, de rencontrer d'autres personnes, d'organiser des colloques aussi. Je dis ça parce qu'on est en train de monter un gros congrès pour les jeunes chercheurs en histoire de l'art avec mes collègues. Ça nous occupe beaucoup, mais c'est encore une occasion de rencontre, c'est encore une occasion de discussion. Et à mon sens, c'est indispensable de pouvoir parler avec d'autres chercheurs et surtout d'autres jeunes chercheurs de l'expérience qu'on vit quand on est en thèse. Parce que y a énormément de choses sur lesquelles on ne peut pas prendre de recul. Et en parler à quelqu'un d'autre, déjà juste en parler à quelqu'un qui peut comprendre ce que c'est, ça permet de prendre un certain recul. Et puis ça permet d'avoir un avis autre. Et moi, énormément de moments où j'ai pu avancer très rapidement, c'est parce que quelqu'un m'a dit « Mais t'as pensé à aller voir ça ? T'as pensé à regarder ça ? Est-ce que t'as envisagé le problème sous cet angle-là » Et généralement, je ne l'avais pas fait et c'était cet aspect-là qui me manquait. Toi, Marie-Lise ?
Alors, je rejoins entièrement Mekti sur ce qu'elle vient de dire. Hein. Alors déjà, je rajouterais juste une chose. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être financée. On est inséré dans des laboratoires de recherche. Alors, ça peut très bien se passer ou très mal se passer dans un labo, mais bon, bref, au moins, on a déjà une première approche et on a déjà un premier contact avec des doctorants. Ça accroche pas, c'est pas la question. On a au moins déjà cette première approche dans le labo. Ensuite, on va avoir tout ce que Mathilde a dit, on va avoir les colloques, on va avoir plein de choses. On va pas rencontrer que des jeunes chercheurs. Hein, on va rencontrer aussi des chercheurs confirmés. Moi, j'avais ma directrice de master qui me disait toujours, écoutez, dans le colloque, le plus important, c'est la pause café. Non, mais elle n'avait pas tort. En fait, c'est le moment. En fait, c'est hyper important d'avoir les informations qui viennent dans le colloque. Vous êtes très content et compagnie. Mais le moment de la pause café, ça va être le moment où vous allez rencontrer les gens. Alors oui, quand vous êtes jeune, c'est compliqué, les gens ils viennent pas forcément vers vous, vous faites un peu étudiant, donc du coup ils osent pas, enfin voilà. Et puis il faut pas trop aller non plus vers des grands pontes parce que du coup il faudrait peut-être pas trop les vexer non plus. Mais enfin bon, au bout d'un moment, on finit par personne interposée. Des fois le directeur ou la directrice est pas loin, donc regardez, travaillez avec moi, machin. Donc voilà, c'est là qu'on commence à faire à rencontrer véritablement des gens et pouvoir des fois, ça entraîne des fois des discussions avec des gens. Et après, on peut partir sur d'autres choses. Moi, en colloque, j'ai rencontré 2 super copines aujourd'hui et on bosse ensemble, notamment une qui fait de l'histoire du genre, pour ne pas la citer, Véronique Garrigue. Allez voir Mnémosyne, voilà, c'est elle. On bosse scientifiquement ensemble. Tout ce qui est volet pédagogique, on bosse aussi ensemble. Enfin voilà, donc c'est véritablement, on peut rencontrer, on rencontre des gens. C'est à la fois très solitaire et très communicatif, en fait. Voilà, on rencontre énormément de monde. Je voulais préciser aussi que, alors avec le Covid, tout ça a été perturbé, mais ce qui est très important quand on est doctorant et qu'on participe au colloque, au séminaire, c'est ces petites discussions entre 2 portes, discussions officieuses, informelles, où on va échanger des idées, où on va échanger nos manières de travailler, et mine de rien, ça permet l'interfécondation, justement, des hypothèses de travail. Et moi, c'est comme ça qu'il y a plein d'idées qui me sont venues en lisant des historiens de l'art, en lisant des sociologues, des anthropologues. J'emprunte aussi de leurs idées, j'emprunte de la manière dont ils travaillent les concepts pour essayer de proposer quelque chose, pour essayer de conceptualiser mon travail. Donc toute cette dimension, discussion informelle, échange informel, c'est vraiment essentiel au travail de recherche. Bon, Marie-Lise, tu as fini ta thèse il y a quelques années. Avec le recul, quel regard est-ce que tu portes sur ton travail de recherche ? Quel regard est-ce que tu portes sur ces années de thèse ? Est-ce que ça a été un moment qui s'est bien passé pour toi ? Parce que c'est pas... Enfin, il y a des personnes qui vivent très mal leur thèse, qui la finissent et qui n'en peuvent plus à la fin, comme un accouchement très difficile. Toi, une fois que tu avais accouché, comment tu te sentais ? Oui, bonjour la période de gestation. Ça fait 6 ans, ça fait beaucoup. Là, c'est plus une femme, c'est un éléphant. Bref, donc, non, moi, ça s'est bien passé, en fait. Moi, j'ai vécu mes années de thèse relativement bien. J'ai été financée tout le long. J'ai obtenu des contrats d'ATER jusqu'à la fin. Attaché temporaire d'enseignement et de recherche. Donc moi, franchement, j'ai eu la thèse idéale. Hein. Et puis, j'ai eu une thèse avant Covid. Non, parce que c'est important. J'ai soutenu en 2017, donc thèse avant Covid. Donc moi, j'ai eu vraiment la thèse idéale. Ça apporte énormément de choses. Alors déjà, on gagne énormément en maturité. On voit pas du tout la vie différemment. Moi, je vois, ça m'a énormément apporté aussi dans mon travail actuel. Je suis enseignante dans le secondaire. Et en fait, je suis pas arrivée à 24 ans devant une classe. Moi, je suis arrivée beaucoup plus âgée devant une classe et c'est plus simple, sincèrement, parce qu'on est beaucoup plus vieux. Et quand on dit non, c'est non. Il y a des choses, on va être plus cool sur certains trucs et bizarrement beaucoup plus intransigeant sur d'autres. Donc, je pense qu'au niveau... Ça peut être pas mal. Après... Les années de thèse se sont bien passées, donc il n'y a pas grand-chose. Après, ça apporte énormément en tant que personne, je pense. Hein. Et puis même au niveau du boulot, on ne voit pas du tout les documents de la même manière, même quand ce n'est pas notre période. Hein, donc, Parce qu'aujourd'hui, on voit que l'avenir est assez incertain dans le monde de la recherche. Le monde universitaire offre de moins en moins de postes pour les jeunes docteurs. Donc là, plutôt, Vincent et Mechtilde, comment est-ce que... Voilà, c'est difficile, je sais pour vous, mais comment est-ce que vous voyez l'après-thèse ? Comment est-ce que vous le visualisez ?
Alors, je veux bien répondre, à moins que Mechtil, tu vas-y. veuilles commencer. Bon, comme c'est la question socialement vive et délicate. Et il faut se la poser parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui n'osent pas se lancer dans une thèse parce qu'ils disent mais qu'est-ce que je vais faire de ma thèse ou 5 ans d'études, quand parfois on a juste besoin de payer son loyer, on n'a pas le temps de faire une thèse. Donc, bon, vous êtes déjà dedans. Donc, toi, comment est-ce que tu le considères ? Alors déjà, il faut distinguer peut-être plusieurs situations. En histoire, on a la chance d'avoir des concours de l'enseignement, le CAPES et l'agrégation, qui nous permettent ensuite d'enseigner dans le secondaire, au collège et au lycée. Ça nous offre une porte de sortie dans le sens où, compte tenu de la raréfaction des postes, on sait très bien qu'on aura beaucoup de mal à s'insérer dans le monde universitaire professionnellement. Donc, la solution, c'est de travailler au collège et au lycée, ce qui est aussi épanouissant. Alors, on a des expériences très différentes. Il y en a pour qui c'est très difficile. Faut aimer. C'est difficile. Il faut aimer être prof. Parce bien que sûr, mais c'est difficile pour tout le monde à des degrés différents, suivant le type de classe, suivant le contexte. C'est vraiment pas le même métier. Mais ça nous offre quand même une porte de sortie. Tandis que en histoire de l'art, je ne veux pas répondre à la place de Mechtilde, mais c'est plus compliqué encore. On n'a pas cette porte de sortie-là déjà. Et après, généralement, ce que les gens viennent nous dire, c'est « Oui, mais vous pouvez bosser dans les musées ». Sauf que si on veut avoir une carrière dans les musées, il faut passer les concours de l'Institut national du patrimoine, qui est un des concours les plus difficiles en France. Et que personnellement, moi, j'ai pas du tout envie d'être conservatrice. C'est vraiment un métier qui m'attire pas. Donc la pré-thèse me fait très peur, surtout que Désolée de te... ça commence à se profiler de plus en plus proche. Donc de mon côté, j'aimerais beaucoup continuer dans l'enseignement supérieur en tant que chercheuse et en tant qu'enseignante parce que c'est vraiment un métier qui me plaît énormément pour beaucoup d'aspects. Mais comme l'a dit Vincent, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir l'espoir de s'insérer dans le monde universitaire vu la raréfaction, voire la disparition des postes. Donc j'ai dans un coin de ma tête l'option concours de bibliothèque pour être conservateur de bibliothèque, mais c'est un peu ma porte de sortie. Et puis c'est encore un concours à passer, donc ça veut dire qu'il faut pouvoir prendre le temps de passer ce concours et il faut quand même manger à côté, quoi. Toi, Marie-Lise, donc actuellement tu es enseignante, mais tu continues de faire un petit peu de recherche. Comment est-ce que ça se passe niveau organisation quand on veut continuer de faire de la recherche sans être payé pour faire de la recherche ? Ah, ça, c'est la grande question. Alors, bon, moi, j'ai un profil assez banal, en fait, enseignante du secondaire. Moi, j'ai pas fait... c'est pas un métier par défaut. C'est le métier que je voulais faire. J'ai fait une thèse, ok, mais voilà. Donc, moi, je suis très contente. Je viens d'être mutée en collège. Je suis ravie. Les 6e m'amusent. Donc, c'est vraiment super. Le truc... Alors, déjà, première chose, j'ai entendu de temps en temps des enseignants des doctorants qui disaient « Ouais, on va passer les concours du secondaire, mais bon, être prof au collège, ça va, quoi. » Ça, je pense qu'on l'a tous entendu. Voilà. Moi, c'est le genre... C'est la porte de sortie, comme le disait Vincent, mais en mauvais. C'est-à-dire le côté... C'est là, en fait, comme le disait Vincent, c'était positif. C'est-à-dire on a la possibilité d'avoir un boulot qui soit plus ou moins en lien avec ce qu'on fait. Alors que là, nous... et je pense qu'on l'a tous les deux entendu, c'est le côté on veut faire une thèse, on veut être prof de fac, mais bon, on va quand même pas finir prof dans un petit collège, quoi. Et ça, on l'a tous entendu. Et moi, ça me met hors de moi. Parce qu'en fait, c'est hyper épanouissant. Enfin, moi, je trouve ça hyper épanouissant. C'est stimulant intellectuellement, d'essayer d'apporter un renouveau historiographique pour des tout-petits. Enfin, des tout-petits, des très jeunes. Là, par exemple, rien que là, en 3 semaines, il y a eu 3 découvertes fondamentales. Alors, ce sont des petites hypothèses, certes, mais quand même en préhistoire. Ils ont fait les découvertes après que j'ai fini mon cours. Donc en fait, il faut que je refasse le cours. Voilà. Donc, et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? On apporte, on le dit aux élèves. On fait, voilà, alors ça, je vous avais dit ça, mais en fait, on ne sait pas trop, maintenant, c'est peut-être faux et tout, et on leur explique. Et ils sont hyper attentifs à ça. Donc en fait, c'est très agréable. Alors après, moi, en tant que chercheuse, c'est un peu... je suis désolée, je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, c'est un statut bâtard, au sens propre. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire que soit on va finir dans des concours, alors pas forcément le secondaire, pas forcément l'enseignement, donc on peut passer plein de concours, ou on peut finir dans le privé.
Ok, pas de problème. Le truc, c'est que quelle que soit la solution qu'on prenne, le travail, et j'insiste sur le mot travail, de recherche qu'on va faire, qu'on a fourni, pour lequel des fois certains d'entre nous ont été payés, pour lequel des gens sont payés dans les universités aujourd'hui, nous, il passe dans le domaine du loisir. Mais il va passer dans le domaine du loisir pour ceux qui sont en face de nous, pas pour tout le monde. Petit exemple, dans l'enseignement secondaire, par exemple, rien que pour venir au rendez-vous de l'histoire de Blois, j'ai pris une journée le vendredi, j'ai pris ma journée, je suis allée voir mon chef d'établissement, enfin ma chef d'établissement, je lui ai dit, je vais rattraper mes cours, donc en fait je déplace mes cours, je les rattrape pour pas que mes élèves soient pénalisés par le fait que je fasse de la recherche, et il faut que ma chef d'établissement donne son accord pour me faire venir. Si elle me dit non, c'est non. Je ne peux pas venir. C'est pareil pour les colloques. S'ils me disent « Ah ben non, vous irez pas en colloque », je vais pas en colloque. Même si j'ai une convocation de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Voilà. Donc, il faut déjà l'accord du chef d'établissement. On n'a pas de statut dans l'éducation nationale. On n'a pas de statut dans le privé, d'ailleurs. Ça, c'est le gros problème du statut du doctorant, du docteur, pardon. On n'a pas de statut spécifique, on n'a pas d'aménagement d'emploi du temps, rien du tout. Donc, en fait, ça passe dans le domaine du loisir aux yeux de la société, véritablement. Et je pense que, alors je ne sais pas si ça t'est arrivé, Vincent, mais moi, ça m'est arrivé aussi, qu'on me dise, mais madame, vous n'avez alors soit rien à faire dans le secondaire parce que vous êtes une chercheuse, ok, soit rien à faire dans la recherche parce que vous êtes une prof du secondaire. On m'a eu dit les deux choses. Comme si les deux mondes n'étaient pas conciliables. Comme si les deux mondes n'étaient pas conciliables et comme si les deux mondes n'avaient pas à être conciliés, alors qu'en fait, il faudrait que les deux mondes communiquent littéralement ensemble. Donc il y a une sorte de méfiance réciproque. Rassurez-vous, il y a des chefs d'établissement super, vous avez vu, je suis là, donc il n'y a pas de problème. Il y en a, ça se passe très, 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 très bien. Ils sont tout contents de nous laisser partir en colloque si nécessaire. On rattrape les cours quand même. Donc voilà, donc en fait, on va avoir ce côté, ce statut ambivalent du travail de chercheur qui, par une partie de la population, d'ailleurs c'est le cas aussi des doctorants, quand on est doctorant, le fait que ce n'est pas vraiment un travail. C'est-à-dire que le fait que, vous faites ça pour vos loisirs, ou vous faites ça, mais ça y est, c'est bon, vous êtes en week-end. Donc vous partez en colloque à l'autre bout en Italie ou machin, mais vous êtes en week-end en fait. Voilà, on peut avoir ce genre de remarques, ce qui fait qu'on a une sorte de manque de légitimité, je pense. J'insiste toujours, selon les personnes qui est en face de nous. On peut avoir des gens extrêmement ouverts sur le fait à dire « Ah ouais, vous faites ça, c'est bien et tout, c'est intéressant, c'est une plus-value et compagnie ». Et en dehors de ça, des gens qui vont dire « Ah mais non, mais attendez, en gros, vous faites de la recherche, vous faites du macramé, mais c'est pareil, quoi. » Bon, alors pour finir sur une note un peu positive, avant de passer aux questions des personnes de la salle, alors moi c'est une question que j'aime beaucoup poser dans mon podcast Passion médiéviste. Je l'ai déjà posée aux gens autour de la table, mais quand même, je la repose. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans une thèse ? Parce qu'on a dit plein de choses négatives, mais est-ce qu'il y a des conseils pour des personnes qui vont se lancer ou qui commencent leur thèse ? Mechtilde ? Alors, la réponse que je t'avais donnée quand tu m'avais reçue dans le podcast, c'était qu'il faut choisir un sujet qui plaît profondément. Et alors, je le redis, c'est un sujet qu'on doit travailler pendant 3, 4, 5, 6 années, voire plus. Et donc, il faut l'aimer. Il faut aimer ce sur quoi on travaille parce que même quand on aime son sujet, il y a des moments où on est là, mais stop, je veux passer à autre chose, j'en ai marre. Donc, si on n'aime pas le sujet, je ne vous raconte pas tout ce que ça peut créer comme problème. Donc, vraiment, choisir quelque chose qui nous passionne ou alors apprendre à à être passionné par le sujet sur lequel on travaille et découvrir qu'il y a toujours de nouvelles pistes à explorer sur ces questions-là. Oui, j'aimerais juste rajouter une chose, c'est tout à fait vrai, mais donc là c'est mon expérience de docteur qui parle. C'est très important le côté passionné du choix du sujet pour une autre raison. C'est-à-dire que quand vous êtes en master, vous êtes libre de changer de sujet si ça vous chante. Quand vous êtes en thèse et que vous soutenez votre thèse, en gros, votre thèse définit une partie, au moins pour les années suivantes, pour les années après-thèse, une partie de votre identité de chercheur.
Et avant d'avoir remis un autre sujet sur l'atelier et de retravailler sur un sujet qui parfois est relativement proche ou très éloigné, en fait, on va vous appeler, on va vous contacter pour votre sujet, pour votre domaine de spécialité. En France, on aime bien mettre les gens dans des cases. Voilà, on aime bien mettre les gens dans des cases. Donc en fait, si vous partez sur quelque chose qui ne vous plaît pas forcément en vous disant « bon, c'est bon, j'y passe 3, 4, 5 ans », et après je change, en fait, on va vous contacter pour la chose qui ne vous plaisait pas. Donc vaut mieux que ça plaise en fait tout de suite, parce qu'en fait, c'est le sujet thèse, en fait, il continue après la thèse. Bon, et Vincent, un conseil pour finir. Alors, je vais essayer de le tourner de manière positive, mais je pense pas qu'on ait dit que des choses négatives. Enfin, je sais pas comment le public l'a perçu, mais je crois qu'on est là aussi pour dire les choses franchement. Avoir conscience peut-être, si on veut se lancer en thèse, de toutes les difficultés administratives, institutionnelles, etc. Trouver un sujet qui, voilà, je rejoins complètement ce que disait Mechtil, qui passionne, pour lequel voilà, on se sent utile. Quand on commence ce sujet, bon, on pense qu'on va révolutionner l'historiographie, voilà, on arrive. Bon, avec le recul, voilà, on se dit que bon, ce sera pas le cas, mais c'est pas grave. Toujours garder cette passion qui motive, et puis ne pas faire de la thèse une fin en soi. On a d'autres choses à faire dans notre vie, socialement, avec la famille, etc. Et donc ne pas peut-être s'arrêter à ça, parce que sinon, là, il y a vraiment un risque peut-être de burn-out ou de dépression, d'abandon. Il y a beaucoup de doctorants qui abandonnent, hein, malheureusement, de plus en plus. Donc voilà, garder le moral et puis trouver la passion et l'entretenir. Je pense qu'on va finir ce mot. Donc, merci beaucoup à mes invités, donc Marie-Lise Fir, Vincent Lutimier et Mechtil Doriot d'avoir participé à cette table ronde. Je remercie encore les rendez-vous de l'histoire de Blois, donc cette 24e édition, de nous avoir laissé faire cette table ronde. Vraiment, merci aux personnes qui sont venues. Voilà, un samedi en fin de journée. Je suis très contente que vous soyez venus. J'espère qu'on pourra revenir. Alors peut-être sur d'autres sujets, parce que cette année, donc, le thème était le travail. Mais vraiment, je suis très 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 contente qu'on ait pu faire ça. J'espère que si vous ne connaissiez pas encore le monde de la recherche, peut-être aujourd'hui, vous avez peut-être un peu mieux compris de ce que c'est de faire une thèse. Peut-être que ça vous a donné envie. Dans ce cas, bon courage. Je remercie encore vraiment tout le monde. Et pour les personnes qui nous écoutent en podcast, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Passion médiéviste. Salut!